Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. 22 féminicides ont été recensés en Belgique depuis le début de l'année. 22 femmes mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. 22 femmes mortes parce qu'elles étaient des femmes. Le terme féminicide est de plus en plus utilisé aujourd'hui. Faut-il l'inscrire dans le code pénal comme le souhaiteraient certains partis? Les associations de terrain soutiennent la démarche mais estiment qu'il faut avant tout et surtout une meilleure prévention des violences faites aux femmes, une meilleure protection des victimes et une meilleure prise en charge. Alors, pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui tout d'abord Josiane Coruzy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la SBL Solidarité Femmes et Refuge pour femmes victimes de violences, une association qui est basée à la Louvière. Et alors, à vos côtés, Diane Bernard, vous êtes professeure de droit et de philosophie à l'Université Saint-Louis à Bruxelles. Et vous êtes par ailleurs membre de l'association Femmes and Law. Vous nous en parlerez dans un instant. Alors, tout d'abord sur ce terme féminicide. Je disais, on l'utilise de plus en plus, il est même entré dans le dictionnaire et pourtant, en fait, il n'a pas d'existence juridique. Alors, comment on peut le définir, ce terme, et d'où il vient ? Alors, ce terme est un mot qui a été dégagé de travaux sociologiques. Initialement, il a été inscrit, en tout cas en Espagne, dans la législation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le débat en Belgique, n'est pas encore tout à fait clair. C'est-à-dire qu'on entend le plus souvent que le féminicide, c'est le meurtre d'une femme au nom de sa condition de femme, parce qu'elle était une femme. Alors parfois, c'est relativement indéniable, ainsi les petites filles qui sont tuées à la naissance parce que ce sont des petites filles, ou bien la sélection intra-utérine, par exemple. Dans d'autres cas, c'est plus compliqué. D'un point de vue juridique, on peut se poser la question, toute violence conjugale menant au meurtre, est-il bien un féminicide ? Ce serait peut-être difficile à prouver, mais ce serait juridiquement défendable comme idée, oui. Mais en tout cas, le fait, Josiane Coruzy, le fait qu'on utilise ce terme féminicide, le fait de nommer les choses, vous qui travaillez depuis de nombreuses années avec des femmes, enfin aux côtés des femmes victimes de violences, le fait vraiment d'avoir un terme pour le nommer, est-ce que ce n'est pas déjà un signe d'une évolution ? Ah si, pour moi c'est important de le nommer, de nommer que cet assassinat-là, ce meurtre-là, il est lié à la condition des femmes. Parce que la violence conjugale est aussi liée à la condition des femmes dans notre société. Elle est liée aux inégalités entre les hommes et les femmes. Donc, ces meurtres-là, ces assassinats-là, moi, je trouve qu'il faut les nommer clairement. Donc, mais est-ce suffisant ? Ça, c'est la question. Oui, parce qu'on va le voir dans les écrans qui sont autour de nous, mais il y a souvent des titres de presse qui vont parler de drame conjugal, de drame passionnel. Alors, il y en a moins qu'avant, mais on retrouve toujours ces termes. Et d'ailleurs, les titres de presse qui vont apparaître dans les écrans, ce sont des titres de cette année, de 2019. J'imagine que ce sont des termes qui vous révoltent, drame conjugal ou drame passionnel. Et surtout qu'ils ne correspondent absolument pas à la réalité des victimes de violences conjugales. C'est pas seulement que c'est révoltant en soi, mais c'est inexact totalement. Parce qu'il n'y a pas de drame de la violence conjugale. Il y a une violence conjugale qui existe depuis très longtemps, que les femmes vivent en tant que victimes. Et cette violence conjugale, elle est liée à la domination de cet homme sur cette femme, le contrôle qu'il veut exercer sur elle. Et il utilise toutes sortes de moyens, dont les violences physiques. Parmi elles, il y a les violences physiques, mais il y a d'autres formes de violences. Oui, justement, il y a d'autres les violences économiques, les violences psychologiques, les menaces, la séquestration, les interdictions d'aller et de venir. Enfin, il y a toute une série de menaces sur la liberté qui est portée aux femmes dans le cadre du contrôle conjugal, qui sont de la violence conjugale. Donc, l'aboutissement d'années de violence conjugale peut être effectivement un homicide. Pourquoi ? Parce que ça arrive régulièrement quand une femme veut se dégager de l'emprise de ce contrôlant, de ce dominant. Et donc le dominant et le contrôlant n'acceptent pas cette attitude de cette femme qui veut s'en aller, parce que c'est sa chose, c'est son objet. Et donc un certain nombre d'entre eux vont passer à l'acte et vont tuer l'objet de leur besoin, en fait, c'est ça.
Alors on dit une évolution quand même, on voit qu'il y a quand même une évolution des mentalités qui est liée aussi à l'évolution de la législation. Donc au niveau de la législation belge, il y a quand même eu toute une série de lois, notamment la loi dite la loi Lizin en 1997 qui visait vraiment à combattre la violence au sein du couple. Et puis il y a eu la Convention d'Istanbul qui est vraiment là un texte international voté par le Conseil de l'Europe, Diane Bernard, qui vraiment clarifie les choses au niveau de la violence conjugale. Clarifie, en tout cas, il en dit quelque chose qu'on n'avait pas entendu avant. Alors, c'est un texte qui a été adopté effectivement dans le cadre du Conseil de l'Europe. La Belgique n'a pas été particulièrement rapide à le ratifier, mais c'est chose faite. C'était voté en 2011 et ratifié en 2016 par la Belgique. Voilà, donc ça fait 3 ans, c'est en vigueur chez nous. Et que nous dit cette convention? Elle nous dit d'une part ce que Mme Khorouzi vient de nous dire, les violences envers les femmes, ce sont les violences verbales, les violences psychologiques, les violences morales, les violences économiques aussi, ne les oublions pas, les violences physiques, les violences sexuelles. Donc ce n'est pas seulement le féminicide, entendons-nous bien. Et elle nous dit aussi autre chose de très intéressant, cette convention. Elle nous dit que ces violences, au fond, c'est le signe d'une structure sociale dans laquelle les hommes et les femmes ne sont pas égaux et ou dans laquelle, plus précisément, les femmes occupent une position subalterne, les hommes sont dans une position dominante. Et donc, lorsqu'elle nous dit ça, elle nous dit, au fond, quand il y a violence envers les femmes, il y a non seulement violence, mais il y a aussi discrimination. Et ça, c'est quelque chose que la Cour européenne des droits de l'homme a déjà dit également et qui nous paraît vraiment très important. Et c'est ça, en fait, dont il s'agit de discuter aujourd'hui. Au fond, quand on en arrive au féminicide, quand on en arrive au meurtre d'une femme, c'est la manifestation la plus sanglante de cette structure sociale-là. Mais cette structure sociale-là, elle se manifeste ailleurs aussi. Elle se manifeste par toutes les inégalités. Elle se manifeste par les blagues sexistes au travail, par les mains aux fesses, par l'inégalité de salaire, par les blagues dans la rue, par l'insécurité envers les femmes, par leur domination économique, etc. Et donc, au fond, si on veut lutter contre les féminicides, ce qu'on dit là, c'est on veut lutter contre cette structure sociale dans laquelle les femmes ne sont pas les égales des hommes et dans laquelle ça peut mener effectivement à des logiques de domination intrafamiliales, c'est vrai, mais néanmoins dramatiques, où un homme domine une femme et peut en arriver à la tuer. Josiane Khorouzi, vous qui travaillez vraiment sur le terrain, est-ce que toutes ces lois, donc je parlais tout à l'heure de la loi Lizin, ici la Convention d'Istanbul, est-ce que toutes ces réglementations, elles ont eu un effet concret sur le terrain? J'ai du mal à dire oui, parce que il y a la loi et puis il y a l'application de la loi. Et c'est là que pêche. C'est là que ça pêche. C'est là qu'il y a un problème. C'est pas faire des lois pour faire des lois et ainsi offrir des effets d'annonce et donner de l'espoir aux victimes et puis ne pas les appliquer ou les appliquer très mal ou très peu. Ça non seulement ça revictimise les femmes victimes, mais ça leur fait perdre tout espoir dans la justice. Et donc, et je pense que le problème il n'est pas dans les lois seulement, il est dans l'application de la loi. Et une loi sur les violences conjugales, telle que la loi Lizin, qui entre parenthèses, ne punit que les violences physiques. Donc toutes les autres formes de violence ne sont pas abordées par le code pénal, ou très très peu. Donc cette loi Lizin, elle avait donné de l'espoir à l'époque à des femmes qui avaient osé aller déposer plainte. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une étude qui l'a démontré clairement en 2006, c'est que 98% des plaintes étaient classées sans suite à l'époque. Donc une femme va déposer plainte parce qu'elle a l'espoir dans la justice, et puis elle se rend compte que non, l'espoir n'est pas là, et il ne sera rien fait de sa plainte. Voilà, et c'est encore le cas maintenant. 70% des plaintes sont encore classées sans suite, pour diverses raisons. Mais donc, on peut se poser des questions sur la prise au sérieux par la société et la justice en partie vis-à-vis de ces femmes. Alors concernant cette impunité, en tout cas cette sensation d'impunité vis-à-vis des hommes qui commettent ces violences, je vous propose d'écouter une petite intervention de Sylvie Losberg. Donc elle est présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique et par ailleurs directrice du département études et stratégies au Centre d'action laïque. On voit bien que dans la chaîne judiciaire, il y a 15% de femmes qui portent plainte. De ces 15%, il y a 70% de plaintes classées sans suite. Donc il ne reste plus que 30% de ces 15%. Dans ces 30%, combien arrivent devant le tribunal? Même pas 10%. Et combien sont condamnés? Encore moins. Donc il y a une chaîne de l'impunité qui donne un très mauvais signal à la population et qui donne un mauvais signal en général que finalement les violences envers les femmes, ça arrive. Non, ça ne doit plus arriver. Dire que le féminicide, c'est une circonstance aggravante, c'est peut-être utile symboliquement et c'est aussi utile
pour quand ça va arriver devant les magistrats, qu'ils ne se disent pas bon, c'est un drame familial, c'est de la vie privée, malheureusement il est arrivé que. Non, c'est un phénomène de société qui est objectivé. Cela dit, l'objectif, c'est de diminuer, d'éradiquer la violence envers les filles et les femmes. Et c'est pour ça qu'avant le P de poursuite, il faut vraiment faire le reste. Des politiques intégrées coordonnées, la prévention et la protection des cibles ou des victimes. Alors ici, Sylvie Losberg parlait de l'impunité. On est clairement dans la violence physique. Vous le précisiez pendant le sujet. On parle vraiment que de la violence physique et pas des autres formes de violence. Elles ne sont pas punissables à l'heure actuelle, ou très peu. Bon, il y a le harcèlement moral qui pourrait être utilisé pour punir certains auteurs, mais c'est pratiquement pas utilisé. Il y a même le viol conjugal est difficile à prouver. Donc la loi sur les violences sexuelles n'est très peu utilisée pour les violences sexuelles dans le couple. Donc finalement, quelles formes sont punissables? Essentiellement les violences physiques. Or, les femmes subissent d'autres types de violences aussi fortes et aussi pernicieuses et aussi traumatisantes que les violences physiques. Toutes les formes de violence qui sont liées à la perte de la liberté de cette femme, le contrôle coercitif, c'est-à-dire contrôler par la menace une femme et l'obliger à adopter des comportements que l'auteur a décidé qu'elle devait adopter. Et en général, toutes les formes de violence s'y retrouvent. Mais voilà, notre société a décidé pour le moment de s'attaquer aux violences physiques. Et déjà là, vous entendez, effectivement, et je suis d'accord avec les chiffres, qu'il y a très très peu de violences physiques qui sont condamnées. Donc, mais du coup, est-ce que inscrire le féminicide dans le code pénal, est-ce que ça changerait quelque chose? Donc pour le moment, il y a 2 propositions de loi sur la table, une de Delphine du Parti socialiste. Est-ce que ça changerait vraiment les choses, Diane Bernard? Il y a plusieurs pans à la réponse, de réponses qu'on peut apporter à cette question. La première, c'est que je suis d'accord avec Mme Khouroudi. L'avantage de ces débats actuels, c'est qu'au moins on parle des violences envers les femmes. Bon, c'est déjà un point positif. Par ailleurs, inscrire le féminicide dans la loi, on vient de le rappeler, le droit pénal, ça a bien des limites. Il y a ce qu'on déclare, les plaintes qui sont déposées ou non. Il y a ce qu'on peut prouver, il y a ce qui est poursuivi, etc., etc. À l'heure actuelle, même sans l'inscription du féminicide dans le code pénal, donc même sans cette infraction spécifique et nouvelle, on pourrait déjà faire autrement. C'est-à-dire que profondément, indépendamment même de l'inscription du féminicide dans le code pénal, il y a des décisions de politique criminelle à poser. Et donc, actuellement, nous avons déjà un arsenal juridique et judiciaire qui pourrait permettre de faire beaucoup plus pour réprimer les violences envers les femmes. Et ces décisions-là, elles ne sont pas prises. Donc actuellement, il y a d'autres priorités en politique criminelle, les stupéfiants par exemple. C'est un choix. Donc il y a ça, c'est les parquets qui définissent aussi leurs priorités. En l'occurrence, aujourd'hui, la violence n'est plus vraiment les violences envers les femmes l'ont été, partiellement, ne le sont certainement pas aujourd'hui. Il y a cette question-là. Et puis, il y a l'autre question de se dire, est-ce qu'au fond, et ça a été évoqué par Sylvie Losberg et par Josiane Khouroudi, est-ce qu'au fond, le pénal est la seule, la bonne ou la meilleure réponse? La question, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut punir les hommes qui tuent leurs femmes? Oui, d'accord. Mais est-ce qu'on veut aussi éviter que des hommes tuent des femmes? Est-ce qu'on veut éviter qu'il y ait des violences envers les femmes? Et est-ce qu'on veut protéger les femmes et leurs enfants qui sont victimes de violences? Alors, si on veut protéger, si on veut éviter que ça ait lieu, prévenir, si on veut dissuader des récidives, etc., ok, ça, ce sont des objectifs qu'on se donne. Quels sont les meilleurs moyens pour y arriver? En réponse à ces questions-là, il n'y a pas que le droit pénal, et je ne suis même pas certaine que le droit pénal soit la meilleure réponse. Donc pour vous répondre plus brièvement, l'inscription du féminicide dans le code pénal, ma foi, pourquoi pas? C'est symboliquement intéressant, mais c'est certainement totalement insuffisant, et même sans le faire, aujourd'hui, on peut déjà décider de faire autrement. Nos autorités pourraient le faire. Ouais, donc ça veut dire qu'il faut quoi? Un vrai plan d'action national. Oui. On sait que l'Espagne, par exemple, a opté pour un vrai plan d'action national, et ça a eu des effets positifs, mais ça ne se limite pas à l'inscription du féminicide dans le code pénal. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs en Espagne, mais ça ne s'est pas limité à ça. Largement pas, puisque en Espagne, on a certes l'incrimination du féminicide, mais enfin, on a aussi des moyens considérables, et l'Espagne dit elle-même qu'il faudra aller plus loin, qui ont été dégagés pour donner aux femmes un accès à un logement, un accès à des services juridiques, un accès à des services sociaux qui les couvrent elles et qui couvrent leurs enfants. Aussi des formations pour les professionnels de la police aux magistrats, la création de juridictions spécialisées, donc où les professionnels sont sensibilisés aux spécificités et elles sont réelles de ce contentieux-là. Un acte de violence conjugale ou même des violences envers les femmes, c'est pas la même chose que d'autres infractions. Et donc il y a
tout un projet qui s'est développé là, qui inclut différents objectifs. Ce n'est pas encore parfait, mais c'est ambitieux. Ici, quand on nous parle de bracelet anti-rapprochement ou quand on nous parle de féminicide, on a un petit peu l'impression soit d'effet d'annonce, regardez, on s'occupe des femmes, bon, non, soit de pansement sur une jambe de bois. La question, c'est quelle est l'ambition qu'entendent se donner les autorités. Et quand on dit ambition, ça commence très tôt, ça commence dans l'éducation, ça commence dans la prévention avant d'être déjà dans des cas de violence intrafamiliale ou conjugale. Bien sûr, s'il y a violence, il y a aussi tous les enjeux de protection et de lutte contre la récidive. Mais même avant, l'idée quand même, je suppose, c'est d'espérer qu'il n'y ait plus de violence envers les femmes. D'où, par exemple, l'importance d'un cours comme l'EVRAS, donc l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, où on peut aborder ces thématiques et du coup, on peut faire de la insuffisant. On peut faire de la prévention. Consacré à ça dans les écoles, il est assez minimaliste. C'est un sujet parmi d'autres. Et ça ne devrait pas être un sujet parmi d'autres. C'est un sujet qui est lié à la vie intime des personnes, qui est lié à la condition de la moitié de l'humanité, en fait. C'est ça qui est quand même intolérable. C'est que nous sommes la moitié de l'humanité, nous les femmes, et notre condition n'intéresse quasiment personne. Et ce qui nous arrive n'intéresse que très peu les personnes. Alors que c'est quand même insupportable en termes de droits des êtres humains, quand même. Alors j'ai envie de revenir sur quelque chose que vous avez dit, c'est que l'accueil, notamment au niveau de la police, n'était pas toujours adapté pour les femmes qui venaient porter plainte. Mais avant de vous de vous écouter là-dessus, je vous propose d'écouter une petite intervention d'Olivier Sloss. Donc il est porte-parole de la police de Bruxelles XL. C'est lui qui a coordonné notamment le projet de centre de prise en charge des violences sexuelles. Donc c'est un centre qui est vraiment, il y en a 3 en Belgique, dont un à Bruxelles, donc qui est vraiment, qui offre à la fois des soins, un soutien psychologique et un accueil aussi au niveau pour les personnes qui veulent porter plainte, pour les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. On va l'écouter et puis vous réagirez. On a cherché des gens pour travailler là-dedans, des volontaires. On a fait un appel, on a fait des commissions, on a creusé leur motivation. Et ces gens, quasi chaque personne individuellement, me racontait que sa motivation venait du fait qu'elle savait ce qu'il fallait faire, quelles étaient les bonnes choses à faire avec les victimes, mais était incapable de les faire dans la structure et dans la façon de travailler actuelle. Et donc je crois que au-dessus, ça a été abordé brièvement aussi, mais ou avant même la formation, il faut vraiment réfléchir à des structures d'accueil qui permettent de faire les bonnes choses, comme je le dis. Et donc un de nos pièges ou un de nos problèmes, c'est effectivement que lorsque les gens rentrent en contact avec nous, on les endommage encore plus. Ils deviennent victimes de violences ou de victimisation secondaire. Oui, donc c'était lors d'un colloque organisé par la Fédération des Amis de la Morale Laïque. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les vidéos de ce colloque sur le site faml.be. Josiane Coruzi, j'imagine que quand vous entendez il y a un besoin d'être formé, même s'il dit ça ne suffit pas, mais un besoin de mieux accueillir les victimes. Je suis un peu désespérée quand j'entends tout ça, parce que moi j'ai commencé à travailler il y a 32 ans. Il y a 32 ans, il y avait Mits Met, que tout le monde a oublié aujourd'hui, qui a été nommée la première secrétaire d'État à l'égalité des chances. Donc on se occupait des droits des femmes. C'était la première fois en 1985 que ça a commencé. Et tout de suite, elle a commencé à s'intéresser aux violences faites aux femmes, et notamment aux violences conjugales. Et moi, j'ai souvenir dans ma pratique professionnelle qu'elle avait lancé tout un travail auprès de la police. Elle avait lancé des guides d'intervention, elle avait lancé de la formation, elle avait même donné des subventions à des commissariats pour qu'ils changent les structures d'accueil pour les victimes. 85, et on me dit encore ça ici en 2019. Ouf, j'ai un peu de mal à avaler ça quand même. Quand je me dis que ça fait 32 ans que les victimes rament pour être crues et entendues, et qu'on entend encore, il faut former les policiers, il faut trouver des structures d'accueil qui sont meilleures, il faut que la chaîne judiciaire soit plus réactive. Oh là 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 là, j'espère que ça va avancer un peu plus vite que ça maintenant, Mais ça veut dire que pour vous, il n'y a pas d'évolution à ce niveau-là. Alors ici, on parle du centre de prise en charge des victimes d'agressions sexuelles, qui visiblement est une structure qui fonctionne bien. En tout cas, les premiers résultats sont plutôt positifs, mais effectivement, il n'y en a que 3 en Belgique. Mais ça veut dire que dans tous les autres commissariats de Belgique, ça reste très compliqué pour vous. Là, on est dans les violences sexuelles. Donc les victimes de viols, d'abus sexuels, c'est très spécifique. Elles sont reçues dans un lieu qui est près de l'hôpital, avec donc des soins physiques et mentaux. Et aussi la possibilité de déposer plainte. Ça, c'est une structure particulière. Les autres formes de violence, que sont notamment les violences conjugales, ne sont pas abordées de la même façon. Il y a des services d'accueil pour les victimes, certes, mais la subvention mériterait d'être un peu plus étendue. Il faudrait même en étendre géographiquement l'accès, parce qu'il n'y en a pas partout.
en Belgique, des structures d'accueil et des structures d'accueil ambulatoires pour les victimes. Déjà ça, il faudrait donner plus de moyens. Et ensuite, bon écoutez, je ne vais pas recommencer, oui, il faut mieux accueillir dans les commissariats, oui, il faut entendre la parole des victimes, oui, ok, moi je veux encore bien jouer dans le jeu. Nous voulons encore bien, nous, en tant que structure spécialisée, entrer dans la danse de nouveau. Nous y entrons depuis 32 ans. Nous avons été consultés pour les différents plans nationaux qui ont été lancés pour l'accueil des victimes et pour la violence faite aux femmes. Nous sommes consultés un peu partout. Nous intervenons dans des colloques. Nous en faisons nous-mêmes. Nous faisons de la recherche. Oui, nous voulons encore bien entrer dans le jeu. Mais s'il vous plaît, maintenant, prenez les choses au sérieux, mais alors, prendre les choses au sérieux, ça veut dire donner des moyens financiers. Ce ne sont pas des belles paroles qui vont changer la donne. Il faut, si on prend au sérieux une problématique, ben moi je le vois, la prise au sérieux, c'est quand on met des réels moyens financiers derrière. Si on dit on va faire ci, on va faire ça, et qu'on ne budgétise pas, et qu'on donne des budgets rikiki pour le faire, bon, écoutez, on se retrouve encore dans 30 ans et je ne serai plus là. Ouais. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut mettre des budgets. Là, on voit qu'il y a clairement une demande. On disait tout à l'heure que est-ce que là, finalement, la solution pénale est la bonne solution, ou en tout cas la seule solution en cas de féminicide. Pour vous qui travaillez aussi sur la thématique des prisons, j'imagine que vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement la bonne solution, mais il faudrait faire quoi? Alors aussi de la prévention au niveau des hommes et des formations des hommes qui commettent des violences. Il y a déjà des associations qui sont spécialisées là-dedans et qui travaillent avec les hommes. Est-ce que pour vous, c'est une des choses qu'il faudrait aussi renforcer? Alors pour être tout à fait honnête, c'est une question qui fait vraiment débat. Entre les féministes et aussi à travers, il me semble, les différents niveaux d'action auprès des femmes victimes de violences, entre ceux et celles qui sont vraiment en faveur d'une répression pénale et ceux et celles qui le sont moins et qui pensent que ça ne serait pas suffisant, et ceux et celles, enfin, j'ai tendance un petit peu à me rallier à eux, qui se disent que principiellement, ce n'est pas la bonne réponse. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, le pénal est un outil que nous avons. Et nous l'avons à disposition, et donc il faut l'utiliser, et il faut être cohérent. Si c'est ça la réponse qu'on peut apporter aux violences envers les femmes, alors il faut le faire bien. On arrête de classer sans suite, on arrête de mal recevoir les plaintes, etc. Je suis tout à fait d'accord avec Mme Kouroudi. Dans un monde idéal, déjà, il n'y aurait plus de violence envers les femmes, bon, soit. Mais dans un monde idéal, celui peut-être auquel certaines féministes pourraient aspirer, finalement, le pénal, ça reste quelque chose de relativement peu souhaitable, puisque c'est une réaction par la domination, par la brutalité, par la force, etc. etc. Mais entre rêver d'un monde idéal, dans lequel effectivement il n'y aurait plus de prison, dans lequel il n'y aurait plus de système pénal, et le monde que nous avons aujourd'hui, qui est quand même très très éloigné de ça, je pense qu'il faut rester raisonnable et donc s'interroger, comme je le disais tout à l'heure, sur les objectifs qu'on a, les meilleurs moyens d'y arriver. Alors les objectifs qu'on a, les meilleurs moyens d'y arriver, c'est quoi? Si on ne punit pas du tout, ce sentiment d'impunité dont parlait Sylvie Losberg, il ne va pas inciter du tout les auteurs de violences à entendre l'effet symbolique de l'interdiction des violences ou du féminicide. Pour assurer cet effet symbolique, il faut quand même un minimum de cohérence. Maintenant, ça ne suffit pas, et donc il y a effectivement différentes choses qui sont possibles, et l'ensemble des études montrent que la récidive est beaucoup plus forte parmi les hommes qui ont été incarcérés que parmi les hommes qui ont suivi des formations, notamment avec l'ASBL Praxis et d'autres acteurs de terrain qui travaillent avec les auteurs. Mais qu'est-ce que ça montre tout ça? Qu'est-ce que ça montre ces résistances? Qu'est-ce que ça montre cette prise de conscience qui est compliquée? Ce que ça montre, c'est que profondément ces violences, elles ont beau être privées, madame, c'est une petite dispute. La réponse habituelle est absolument inacceptable. Elles ont beau être très locales, intimes, dans le creux des foyers. En fait, elles sont structurelles. Et je pense que ça explique en partie la difficulté, très apparemment, de se donner des moyens. Parce que quand on commence à vouloir agir contre les violences, on commence à dire que la structure de la société, elle n'est pas bonne, elle n'est pas égalitaire. Et je pense que voilà, ce n'est pas satisfaisant pour autant, mais j'espère que les lignes vont bouger. À présent qu'on parle de féminicide, ma foi, si ça peut inciter les autorités à se poser des questions, tant mieux. Moi, je plaide pour qu'on parle enfin aux hommes dans notre société. Parce qu'on parle aux victimes. On s'adresse à elles souvent pour les campagnes de prévention, pour les campagnes pour leur dire de se protéger, de déposer plainte. On leur dirait, si vous ne déposez pas plainte, madame, c'est que ça vous plaît presque. Hein, parce qu'il y a parfois des messages qui ont parfois des doubles sens pour les victimes. Et là, je suis encore moins d'accord. Donc, mais on s'adresse très rarement aux hommes dans notre société pour leur dire qu'ils sont responsables des violences faites aux femmes. Ce ne sont pas des violences faites aux femmes, c'est des femmes qui sont maltraitées par des hommes. C'est pas, quand on dit violences faites aux femmes, on oublie qui sont les auteurs des violences. On occulte déjà ça. Le fait de dire violences faites aux femmes, pour moi, c'est occulter la partie principale, c'est qui sont les auteurs de ces violences. Donc, on devrait quand même beaucoup plus parler aux hommes et aussi aux hommes qui
se disent non violents, pourquoi sont-ils aussi silencieux devant la violence de leurs frères, amis, pères, cousins, voisins, etc., etc. Alors, avant de clôturer l'émission, je vous propose de regarder un clip qui a été réalisé par un collectif qui s'appelle La Belle Hip Hop. Donc, c'est un collectif de femmes actives dans la culture urbaine, donc que ce soit dans le hip-hop, dans le rap, dans le street art et autres. Et elles ont fait un clip sur les violences, les différentes formes de violence, avec un hashtag We Realize, et un clip qui sera montré dans des écoles pour tout ce qui est prévention. On le regarde. Donc voilà, c'était un clip réalisé par le collectif La Belle Hip Hop qui organise un festival au mois de mars qui met vraiment à l'honneur les femmes de la culture hip-hop. Alors on arrive à la fin de l'émission, mais je voulais quand même dire un mot sur l'association Femmes & Law. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous dire vraiment ce que vous faites à Femmes & Law ? L'ASBL Femmes & Law est une association de femmes juristes féministes dont l'objectif est de rendre effectif le principe d'égalité. Ça renvoie à ce que Mme Kouroudi disait tout à l'heure. C'est très joli, l'égalité, c'est inscrit dans la Constitution, mais aujourd'hui, le droit belge n'est pas encore égalitaire. Il est encore discriminatoire à divers égards, ou en tout cas source d'inégalité. Et donc, chez Femmes & Law, on a un rapport au droit un peu particulier, puisqu'on est juriste, on utilise le droit et on entend l'utiliser pour défendre les droits des femmes, et à la fois, on entend utiliser le droit pour changer le droit et parvenir à une société plus égalitaire. Donc il y a un site internet femmenlaw.be, on peut retrouver toutes les informations. Juste un dernier mot, vous, est-ce que vous avez un numéro de téléphone, un lieu En fait, moi j'incite toutes les femmes à appeler la ligne gratuite 0800 30 030, qui est une ligne francophone, qui permet à des femmes d'avoir l'écoute d'écoutants spécialisés. Nous faisons partie de ces écoutants, avec l'ASBL Collectif contre les violences et l'exclusion à Liège et l'ASBL Praxis. Nous sommes 3 associations qui écoutons les victimes de violences à la demande de la région wallonne et de la communauté française. Premier appel gratuit, anonyme, et je pense que c'est important pour les victimes là de faire ce premier appel.
Il ne sera rien demandé aux victimes, d'autre que de parler de ce qu'elles vivent. Et victimes de toutes les violences, on l'a bien précisé, pas que les violences physiques. Merci en tout cas à toutes les deux, merci à nous de nous avoir suivis et une très belle journée à tous.